les kimonos des acteurs de kabuki continuent à inspirer les kimonos des élégantes, non pas par la lourdeur, mais effectivement par le décor. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu fini dans le sens où voilà, peu de femmes portent encore le kimono au quotidien et peu en font fabriquer de manière traditionnelle. Et les kimonos de kabuki sont refaits à l'identique, de génération en génération. Donc, il est vrai qu'ils ne sont pas tous tissés à Nishijin, de même qu'ils ne l'étaient déjà pas à l'époque, puisqu'il y avait aussi l'interdiction avec les lois somptuaires d'utiliser un certain nombre de matériaux comme la soie et l'or, donc ils ont dû trouver justement un certain nombre de subterfuges pour quand même tisser des kimonos luxueux, et notamment ils ont beaucoup utilisé la broderie, beaucoup plus que le tissage. Donc même si aujourd'hui on ne tisse plus comme on tissait, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un lien entre les deux. Il y a eu ça, parce qu'il y a eu aussi une période à l'époque d'Edo où le kabuki faisait aussi un peu la mode. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce qui était à la mode et ce qui était démodé. Et on allait aussi au kabuki pour voir un peu les tendances, en fait. Et on repartait en se disant ça c'est magnifique, ce motif-là est superbe, ce type de crêpe, voilà, on ne le voit que là. Je veux le même. Je veux le même. Voilà, il y avait vraiment cette idée-là. On allait aussi voilà, voir les kimonos pour les rôles, mais d'ailleurs, et on le voit d'ailleurs dans l'exposition, il y a un programme de kabuki qui décrit les types de costumes. C'est-à-dire qu'on allait souvent voir la pièce pour pièce, évidemment, les différents acteurs qui étaient des véritables stars. Hein. C'était quand même des très grandes stars, les acteurs de kabuki. Mais souvent, dans le programme, il y avait la description du costume. Donc, on y allait aussi pour voir le type de costume, pour voir le tisserand aussi qu'il avait fait, l'atelier d'où sortait le kimono. Donc, c'était un aspect très important. Et à partir de quand les costumes de kabuki sont devenus aussi codifiés? C'est-à-dire on doit savoir tout de suite quel type de jeu on s'attend par le costume. Dès le début. Dès le départ. Dès le départ en fait, parce que les acteurs de kabuki, au début, fabriquaient leurs propres costumes. Donc ils mettaient de leur patte en fait, personnelle dans la confection de ce costume. Et ils ont donc voulu en fait identifier non seulement le rôle, mais aussi eux-mêmes, puisqu'il y a des très grandes lignées d'acteurs de kabuki, des très grandes familles. Par exemple, lorsque vous rentrez dans l'exposition, le premier costume de la pièce Sukeroku, qui est un costume noir et qui revêt des armoiries, ce sont les armoiries de l'acteur, ce ne sont pas les armoiries du personnage de la pièce. Donc, l'acteur, en fait, a marqué son costume. Et de génération en génération, c'est la famille d'Ichikawa Danjuro qui est sur ce kimono, en fait. Donc, dès le début, ils ont codifié, en fait, et ils ont déterminé les types de rôles. Et c'était très important parce que ils avaient aussi à cœur de se faire reconnaître. Le kabuki a toujours été dénigré par rapport au no, toujours été regardé comme un théâtre secondaire. Donc il fallait trouver un moyen d'attirer le public et il fallait trouver un moyen de s'en différencier et voilà, d'être immédiatement reconnaissable. Donc au no, on venait, bon, c'est un théâtre, le no, assez hermétique, mais qui a voilà, ses particularités. C'était des très très beaux costumes qui sont codifiés aussi, mais qui sont codifiés par type de rôle. Personnes âgées, voilà, c'est plutôt par catégorie sociale, alors que dans le kabuki, on a vraiment créé une panoplie. En fait, chaque personnage a sa panoplie, avec son ombrelle, son sabre, et puis ce qui est important aussi, c'est que l'on doit identifier le rôle du personnage. La caractéristique, toujours dans cette même pièce Sukeroku, on identifie tout de suite le méchant, voilà. Entre guillemets. Comment donc, par exemple, il porte un costume qui est inspiré de la robe dragon. Donc c'est pour montrer déjà son pouvoir central, pouvoir très important. Cette robe dragon chinoise, qui était la robe des empereurs de Chine, était très importante parce qu'elle affirmait le pouvoir de l'empereur tout en le plaçant au centre de l'univers, puisque c'était une forme réduite de l'univers avec l'eau, la terre, les nuages, etc. Donc là, on sent que c'est quelqu'un qui est central dans l'histoire, central aussi dans le quartier où se passe l'histoire, puisque c'est le quartier des plaisirs, justement, le Yoshiwara Edo, et on sent que c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Il porte à un moment donné un autre costume qui est entièrement revêtu de fil d'or pour montrer qu'il est riche, et également décoré des symboles de longévité, parce qu'il est âgé. Tortue, phénix, ce genre d'animaux. Donc en fait, on doit tout de suite comprendre qui il est, et on doit tout de suite comprendre aussi qu'il n'est
d'ailleurs avec ce dragon qui est assez redoutable et qui est représenté de manière redoutable avec des yeux incrustés de métal, en fait, on doit tout de suite comprendre qui est ce personnage et le rôle qu'il va jouer, même sans avoir encore lu l'histoire, le livret ou quoi que ce soit. De même, la courtisane, Agemaki, a du somptueux kimono décoré, c'est absolument magnifique. Et voilà, on voit, si vous voulez, en voyant les costumes, vous pouvez déjà comprendre ce qui va se passer. Et leur poids, effectivement, j'imagine qu'il a un impact aussi sur le jeu, c'est terrible. Oui, alors d'autant que, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de couches de costumes, ce qui est le cas aussi dans le kabuki. Un costume très sophistiqué peut peser jusqu'à 30 kg, c'est le cas du shibaraku, du très très grand costume. Et en général, bon, un acteur peut avoir plusieurs rôles. Ce qui est très séparé, si vous voulez, ce sont les onagata, bien sûr, les hommes qui jouent les rôles de femmes, qui sont formés de le plus jeune âge, qui sont les rôles vraiment les plus difficiles à tenir, et puis les rôles d'hommes. Bon, à l'intérieur des rôles d'hommes, un acteur peut changer de temps en temps de rôle, bien sûr, mais il y a certains rôles qui ne sont attribués qu'à un seul acteur, notamment parce que pour porter ce type de costume, il faut être habitué, il faut l'avoir pratiqué, et en général, il n'y a que quelques acteurs qui peuvent vraiment jouer ces types de rôles. Quand les premières troupes de kabuki sont arrivées en France, est-ce qu'ils étaient tellement parés, ornés, effectivement, avec des costumes somptueux? Vous voulez dire il y a eu, par exemple, en 1900, oui, des troupes de kabuki qui sont venues. Oui, il y a eu des troupes. Et d'ailleurs, on a essayé d'imiter ici les spectacles en essayant de refaire, en fait, il y a eu Mikado, enfin, il y a eu des choses comme ça. Est-ce que les costumes étaient aussi somptueux? Oui, parce que, enfin, normalement, si vous voulez, comme je vous le disais, les costumes sont quand même reproduits à l'identique. Mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon. On reproduit, on reconstruit les temples parfois exactement à l'identique. Donc c'est une culture aussi de vouloir perpétuer vraiment la tradition. Après, ça peut paraître un petit peu étonnant parce qu'on n'a pas conservé les costumes anciens. En fait, les costumes de kabuki, il y en a très très peu qui sont anciens. Il y en a quelques-uns au Musée national de Tokyo. La plupart sont récents, tout simplement parce que d'abord ils s'abîment très vite. On le comprend aisément quand on voit que justement les pantalons, on marche par exemple sur les pantalons, que la plupart des kimonos frôlent le sol, donc évidemment ils s'abîment assez vite. Et en fait, pendant très longtemps, on ne les a pas conservés parce qu'on n'avait pas cette idée en fait patrimoniale du kimono de kabuki, ce qui n'a pas été le cas pour le no. Donc ils n'ont pas été conservés et ce n'est qu'aujourd'hui en fait qu'on a pris conscience de ce patrimoine inestimable et qu'on commence à conserver les costumes en l'état. Parce que même si on les refait, on ne les refait pas exactement à l'identique, ne serait-ce que parce qu'on les tisse plus pareil et pas avec les mêmes matériaux. Et la première fois, effectivement, qu'en France, on a vu un tissu japonais, c'était quoi? Alors, c'était justement à l'ouverture Meiji, c'est cette fameuse période où les premières œuvres arrivent en France. Et elles ont tellement influencé et tellement marqué, en fait, les Français, les Occidentaux en général, mais particulièrement les Français, qu'elles ont imprégné, en fait, l'art occidental. C'est la fameuse période du japonisme. Et fin 19e. Voilà, fin 19e. Il est vrai que, alors, bon, il y a eu des exemples célèbres en 1800. D'abord, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est l'exposition universelle de 1867. Puisque c'est la première fois que le Japon est présent officiellement, et cette exposition universelle a permis d'apprécier les premiers vraiment tissus japonais, purement japonais, et les gens ont été assez fascinés. C'est vrai. Est-ce qu'on achetait à ce moment-là ou est-ce qu'on regardait? Alors, c'est justement suite aux expositions universelles qu'il y a commencé à avoir des marchands. Marchands antiquaires, des gens comme Samuel Bing par exemple, comme Tadamasa Hayashi, qui étaient venus pour l'exposition universelle et qui ont commencé vraiment à ouvrir des boutiques et qui se sont constitués comme les principaux intermédiaires entre le Japon et la France. On sait que les premiers collectionneurs d'art japonais, les japonistes, les japonisants entre guillemets, dont Clémenceau d'ailleurs, allaient chez Bing. Et il y avait un arrivage chez Bing, ça se disait, on savait, il y avait un arrivage, donc on allait chez Bing, et puis on déballait les caisses, on voyait ce qui était arrivé, donc il y avait la céramique, il y avait des estampes bien sûr, il y avait tous ces objets japonais qui arrivaient, et des textiles. Et il est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'influence des estampes, on le sait dans l'art occidental.
notamment Monet. On s'est peu rendu compte, je crois, jusqu'à aujourd'hui, mais on commence à le faire, de l'impact que les textiles ont eu. Parce qu'il n'y avait pas que les kimonos. Il y avait ces petits échantillons, en fait. Il y avait des livres d'échantillons. D'ailleurs, nous en avons au musée Guimet, il y en a dans tous les musées quand on creuse un petit peu. C'était, en fait, justement, ces fameux cahiers de tendance dont je vous parlais tout à l'heure. On a découvert, en fait, que les ateliers de tisserands et de brodeurs avaient des sortes de livres avec des petits échantillons, en fait, qui étaient épinglés, et pour pouvoir choisir son motif, tout simplement. Et ce sont parmi les premiers textiles qui sont arrivés en France et qui ont été exposés aux expositions universelles. Et ils ont circulé. Et c'était évidemment beaucoup plus facile de faire circuler ces petits échantillons qui étaient petits, on en retrouvait partout, dans toutes les collections, et c'est aussi par ce biais, que les motifs japonisants se sont répandus. Et pour en revenir justement au kimono, il y avait bien sûr aussi des collectionneurs de kimonos. On sait par exemple que Monet en avait en 1867. Il achète des kimonos. On le sait parce qu'il écrit à son ami Philippe Burti, qui était donc un journaliste et qui a été en quelque sorte l'inventeur du terme japonisme. Il lui dit « Je peins des kimonos japonais ». Et ce qui est assez étonnant, et c'est quelque chose finalement d'une découverte assez récente entre guillemets, mais on a mis du temps finalement à se rendre compte que le fameux tableau La Japonaise, qui date de 1876, qui est à Boston aujourd'hui, eh bien il peint sa première femme, Camille, en kimono. Et aujourd'hui, en fait, en le regardant bien, on s'est rendu compte que c'était un costume de kabuki. Donc c'est assez curieux parce qu'au fond, curieux et intéressant, puisque ce tableau qui a énormément influencé toute cette génération d'artistes et l'attrait du kimono à l'époque, eh bien en fait l'a fait grâce au kabuki et par un kimono de kabuki. Donc c'est assez significatif, je trouve, de l'époque. Est-ce que les couturiers, par exemple français de l'époque, s'inspiraient effectivement et des tissus et des formes? Bien sûr, ils ont commencé à regarder d'abord les motifs. Et puis il y a aussi un autre type de pièce qui a été exportée, qui était très important. Il y a eu d'ailleurs une fort belle exposition il y a quelques années à la Maison de la Culture du Japon sur ce thème. Ce sont les pochoirs japonais, les fameux katagami. Ce sont donc des pochoirs qui étaient utilisés pour réaliser des motifs sur les tissus. Ils étaient aussi aisément manipulables et diffusables parce qu'ils étaient de petits formats et ils ont beaucoup été regardés, notamment par les artistes de l'art nouveau. Donc tous ces échantillons, katagami, etc., qui commençaient à circuler, ont évidemment influencé aussi les couturiers de l'époque, des gens comme Paul Poiret, qui ont énormément regardé les kimonos, qui ont commencé. Le premier kimono, entre guillemets, de Paul Poiret, c'est 1903. Donc c'est vraiment une période où les couturiers commencent vraiment à réinterpréter le kimono japonais, les artistes les représentent, donc il y a une vraie évoque du japonisme. On porte ces kimonos, on a aussi, un petit peu plus avant, je reviens un peu en arrière, on a une photographie de Louis XI portant ces kimonos de No à une soirée chez Henri Tchernouski. On imagine très bien la soirée, tous en kimono, c'était quand même assez incroyable, cette découverte en fait des couleurs vives, de ces motifs qu'ils ne connaissaient pas, ces kimonos qui portaient en sorte de robe de chambre. Enfin, bon, voilà, c'était assez étonnant et on a des descriptions assez précises en fait. Donc, il y avait un vrai attrait. Et puis, plus tard, il y a, je crois, une influence de la mode japonaise qu'on peut retrouver chez plusieurs couturiers. Mais disons que cette période vraiment du japonisme, c'est vraiment Poiret. On allait... C'est aussi l'époque des Babani, ce qu'on appelait les Babani. La boutique Babani qui était donc à Paris, boulevard Haussmann, qui exportait, en fait, qui importait les kimonos. On allait s'acheter chez Babani des kimonos Babani, ce qui a donné même le nom à tous ces costumes qui imitaient les kimonos, en fait. Donc oui, il y a vraiment eu une vogue du japonisme dans la mode, c'est sûr. Est-ce que c'était accompagné par tous les accessoires, par exemple, par les ventailles, par les chaussures? C'était surtout quand même les costumes. Oui, c'était surtout les costumes. Après, je pense qu'il y a des couturiers, bon, moi, c'est pas ma spécialité, je vous dirais, donc je pense qu'il y a un certain nombre de couturiers, bien sûr, qui ont dû aussi regarder les chaussures, les éventails, mais c'était quand même surtout les costumes, les vêtements. Et aujourd'hui, effectivement, au Japon, c'est devenu les bourgeoises, surtout, qui, effectivement, pour sortir, dans des circonstances officielles, portent alors, pas que les bourgeoises, parce qu'il peut y avoir des gens de classe sociale inférieure, moins aisés, on va dire, qui pourraient porter le kimono, mais voilà, pour des occasions particulières. Et puis, encore une fois, il y a tout type de kimono. Si vous portez un kimono en coton, l'été, un yukata, par exemple, c'est un kimono qui ne coûte pas très cher, que vous portez plutôt chez vous, mais voilà, c'est un kimono qui n'est pas forcément très coûteux, alors que c'est surtout, bon, je dirais le kimono en soie, broché, qui est le plus cher de tous, qui ne peut pas être porté quotidiennement.
Vous nous avez longuement parlé de la naissance, effectivement, où tout ça est codifié. Est-ce que les Japons, on les enterre avec un kimono? Alors ça a été le cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que toujours pour les... Bon, déjà pour des raisons coûteuses, mais je dirais, voilà, les hommes portent le plus souvent un costume, en fait. Les femmes sont encore parfois vêtues de kimono, mais ce sont aussi encore des traditions qui se perdent, même si, parce que bon, bien sûr au Japon on pratique la crémation, majoritairement, environ 90%, 95% des Japonais donc, se font incinérer, donc ça veut dire que l'on brûle évidemment le vêtement en même temps, donc on le fait de moins en moins. Il fut un temps où on parait les défunts de très très beaux kimonos. On a parlé également de la cérémonie de thé, est-ce que c'est quelque chose d'important, d'assez important pour qu'on continue à y aller en kimono aujourd'hui? Oui, alors ça c'est un petit peu différent parce que la cérémonie du thé c'est une cérémonie traditionnelle. Donc on y va effectivement plus souvent en kimono. On le voit même, je dirais par exemple au musée Guimet, mais ça doit être le cas même sur la culture du Japon, lorsqu'on programme une cérémonie du thé, il y en a régulièrement à Guimet, il y a un certain nombre effectivement de japonaises qui viennent en kimono. Et c'est assez agréable justement, mais c'est dans un contexte aussi particulier. Donc je pense que c'est quelque chose de très traditionnel, de très ancien, et c'est une façon de perpétuer les coutumes ancestrales. Est-ce que si aujourd'hui en France on veut acheter un superbe kimono, il y a un lieu où si on gagne 10 000 €, on peut aller dépenser un super beau kimono alors, par ma connaissance, il y a des boutiques, bien sûr, il y a aussi des boutiques de luxe, il y a des endroits où on peut trouver des kimonos, mais en tout cas, des très beaux kimonos traditionnels et faits à l'ancienne, il faut aller au Japon. Et au Japon, ça se trouve? On en trouve encore à Nishijin, bien sûr, à Kyoto. Il y a aussi des grands magasins à Tokyo, des magasins comme Mitsukoshi, Matsuzakaya, où on trouve encore des kimonos faits traditionnellement, et puis il y a encore des ateliers. Mais bon, moi j'ai un faible effectivement pour Nishijin et pour les tissages de Kyoto, donc si j'avais besoin de m'acheter un kimono, ou si j'en avais l'envie ou l'argent, j'irais à Kyoto. Est-ce que ce sont des ateliers qui se visitent? Pour certains, oui, mais on peut quand même assez aisément prendre rendez-vous et y aller. Et puis, il y a des ateliers qui vendent sur place. Alors, bien sûr, Nishijin, bon, il fut un temps où il y avait 200 ateliers à Nishijin, il n'y en a plus que 15, mais c'est normal. Il y avait, alors, justement, quand je parlais avec les descendants de Taro Yamaguchi, ils me disaient qu'aujourd'hui, ils exportent beaucoup, notamment au Moyen-Orient, parce qu'ils font aussi des tissages décoratifs, des tentures décoratives, pour des rideaux, etc. Donc, ils continuent aussi. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça perpétue quand même cette tradition, même s'il est détourné, mais c'est pas utilisé forcément pour des kimonos. Quand je dis kimono, bien sûr, Nishijin, on tissait les hobbies, on tissait aussi les tentures aussi qui servaient à réaliser d'autres types de textiles. Mais c'est assez amusant parce qu'ils font, par exemple, ils m'ont montré un tissage qui reproduit un bas-relief égyptien tissé entièrement au jacquard, puisqu'ils tissent encore au jacquard, dans la plus pure tradition japonaise, et c'est exporté. Et moi je trouve que c'est bien parce que grâce à ça, évidemment, ils peuvent continuer à faire fonctionner l'atelier, parce que s'ils ne comptaient que sur les kimonos, ils auraient fermé depuis longtemps. Et de toute manière, les kimonos d'une part, et puis c'est les costumes d'acteurs de l'autre, j'imagine que c'est ce qui fait vivre. Alors malheureusement, les costumes d'acteurs ne sont quasiment plus tissés à Nishijin, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ça. Déjà, au tout début de l'époque d'Edo, les costumes représentaient à peu près 40% de la production, d'une production théâtrale. Aujourd'hui, si on tisse à Nishijin, je pense que ce serait vraiment plus possible. Donc en fait, on tisse en général, puis il y a les métiers quand même semi-automatiques maintenant. Le jacquard était un semi-automatique, maintenant on a des métiers automatiques. On peut tout refaire en métier automatique, et on peut tout broder, sauf le velours. Et on tisse où pour les costumes de théâtre? À Tokyo. À Tokyo, il y a des ateliers. On peut tisser aussi à Kyoto, mais pas à Nishijin, c'est-à-dire dans des ateliers tout simplement qui sont automatisés. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis automatisé, ça ne veut pas dire qu'on a de moins beaux tissages, mais bon, c'est juste que cette régularité qu'on obtient avec les métiers automatiques n'a pas du tout la même qualité que ce qu'on peut obtenir avec les métiers à bras. C'est évident, parce qu'il y a chaque pièce est unique, chaque pièce est une œuvre d'art et faite à la main. C'est la différence, voilà, entre l'industrialisation et les choses faites à la main, même si on peut avoir de très belles choses. Alors pour terminer, juste par exemple, vous pouvez nous donner un petit conseil, comment savoir que c'est de la soie pure ou bien c'est effectivement une soie mélangée ou...
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va en Asie, que ce soit au Japon ou en Inde, mais je dirais encore qu'au Japon, quand on vous vend de la soie, c'est de la soie, en général. Mais si on veut être sûr, il est vrai que moi, ça m'est arrivé très souvent en Inde, par exemple. Donc, si vous voulez être sûr que c'est de la soie, il n'y a pas vraiment beaucoup de façons de le savoir. Il faut arriver à sortir un petit fil, en fait, un petit fil de soie. Le seul moyen d'être sûr que c'est de la soie, c'est de le brûler. Donc vous le brûlez au briquet, et vous voyez, bon déjà ça a une odeur très caractéristique, la soie ça sent la corne brûlée. Et puis vous regardez, ça forme une petite boule noire. Si la boule est très dure, en fait, si elle n'est pas friable, si vous ne pouvez pas l'écraser, en fait c'est de la viscose, en tout cas c'est du synthétique, viscose ou autre. Si ça fait une petite boule noire que vous pouvez effriter, c'est de la soie. Alors il y a aussi bon, il faut se promener avec son briquet sur soi et éventuellement ça passe à épiler pour retirer. Et, bon, moi j'ai toujours ça sur moi, bien sûr. Bien sûr, avec tous d'ailleurs. Et il y a aussi une autre soie qu'on voit beaucoup aussi aujourd'hui, qu'on appelle la soie chargée, qui est une soie un peu travaillée. Ça forme un petit squelette. En tout cas, une chose est sûre, si ça forme une boule noire, très dure, rigide, ce n'est pas de la soie. Maintenant que vous êtes armé de ces conseils, si vous avez besoin de poser d'autres questions, c'est à vous. Oui. Est-ce qu'il y a à Paris un endroit où on montre comment on noue un hobby? Alors, je crois qu'à la Maison de la Culture du Japon, ils font des ateliers. On le fait ponctuellement au musée Guimet. Moi, je ne le fais pas parce que je ne me trouve pas encore assez douée pour le faire. Mais ça va venir. Mais voilà, ça va venir. On avait pensé effectivement organiser ça au musée Guimet. Il y a parfois des ateliers, mais je ne peux pas vous dire que ça se passe de manière régulière. Il faut regarder un petit peu dans les endroits. Mais la Maison de la Culture du Japon, ils le font au moins une fois par an. Atelier vraiment de nouage de hobby. Et c'est très très compliqué. C'est assez complexe. Alors, bon, pour avoir vu quelques japonaises tricher, parce que parfois, oui, parce qu'en fait aujourd'hui il y a des hobbies, si vous voulez, qui sont noués, mais vous ne les dénouez pas, vous les enlevez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression, vous l'enlevez, vous gardez le nœud, après vous le raccrochez, c'est beaucoup plus simple. Mais normalement, évidemment, traditionnellement, on le noue et on le dénoue à chaque fois. Il y a énormément de manières de le nouer. Et c'est assez complexe, ça dépend de l'effet aussi que vous voulez donner. Parfois, on laisse pendre un très long pan en fait, du hobby. Parfois, il est complètement noué sur lui-même. Oui, il y a plein de manières différentes. Mais le hobby, ça noue derrière. Il n'y a que les prostituées qui nouent devant. Oui, en général, ça se noue derrière. Oui. Ouais, alors, comment on fait pour le nouer, il faut de l'aide. on tourne, on glisse, comment on fait? Non, non seulement il faut de l'aide, voilà, il faut de l'aide, et sinon vous pouvez le pré-nouer. C'est-à-dire qu'en fait, vous nouez déjà une partie avant de le mettre. Mais sinon, il faut de l'aide, bien sûr. Mais je dirais que d'une manière générale, pour mettre un kimono sophistiqué, il faut de l'aide. Il faut de l'aide. Mais de même manière que pour bien draper son sari ou même pour mettre une belle robe pendant très longtemps, quand on mettait les corsets, il fallait de l'aide. On ne pouvait pas s'habiller seul. Donc c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles on a abandonné un petit peu aujourd'hui ce type de costume, parce que ce n'était pas extrêmement pratique. Mais c'est le cas, je dirais, pour tous les costumes traditionnels. Pour tout ce qui s'appelle finalement un costume, parce que c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur cette notion, mais il y a le vêtement et il y a le costume. Et le costume suggère quand même autre chose. Le costume, ça vient de costume et ça veut dire coutume. Donc il y a quelque chose qu'on veut exprimer quand on porte un costume, ce qui n'est pas le cas du vêtement de tous les jours, qui est simplement là pour parer le corps, en fait, en quelque sorte, pour le couvrir. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans des sociétés, bien sûr, où on utilise beaucoup le vêtement, et parfois on se part d'un costume parce qu'on veut signifier quelque chose. Parce que quand on porte quelque chose, on veut montrer quelque chose en général. Vous avez beaucoup parlé du tissage et un peu moins de la teinture. J'ai vu par exemple le grand kimono avec les très très longues manches, très très grandes, il était peint au kaki. Oui, au jus de kaki. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des teinturiers qui fonctionnent avec les teintures végétales, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des costumes de kabuki, même des costumes, des vêtements de tous les jours qui au Japon sont peints même par des créateurs, des jeunes créateurs ou moins jeunes? Alors, il y a encore effectivement un certain nombre de costumes qui sont teints aux teintures naturelles. Bon, il est évident qu'à partir du début du XXe siècle, avec l'introduction des teintures chimiques, quasiment toutes les teintures ont été remplacées par les teintures chimiques. Pour le kabuki, tout est quasiment chimique.
pour des raisons de coût, tout simplement, parce que teindre la teinture naturelle coûte évidemment très cher, beaucoup plus cher, et puis il y a tout un processus à faire pour une teinture naturelle. Il y a par exemple le mordant. Vous savez que pour que la teinture tienne, on utilise des mordants, qui sont souvent des sels métalliques, qui permettent de fixer la couleur de manière indélébile. Tout ça est un procédé qui coûte évidemment beaucoup plus cher et qui est beaucoup plus long et fastidieux. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir des pièces rapidement et peu coûteuses. Mais il en existe, bien sûr. Il y a encore des ateliers qui utilisent des teintures naturelles. Le shibori, notamment les teintures à réserve ligaturées, nouées, utilisent quand même très souvent des teintures naturelles, parce que c'est pareil, ça fait des dégradés qui sont tout à fait différents, ça donne une nuance, ça donne un naturel que la teinture chimique n'aura jamais. Mais c'est beaucoup plus cher. On le trouve beaucoup pour les foulards, par exemple, parce que ce sont des petites surfaces. Donc vous trouvez encore au Japon, oui, des teintures naturelles. En Inde aussi, hein, bien sûr, vous voyez encore de la teinture à l'indigo, par exemple. Est-ce qu'au musée Guimet, vous faites des ateliers de teinture? Non, je vais m'y mettre aussi. Atelier teinture, atelier nouage. Non, teinture, ça serait très compliqué parce qu'on est dans un musée en plus, donc il y a un certain nombre d'émanations qu'on ne pourrait pas contrôler. Donc ça serait complètement exclu. Autant tout ce qui est drapé, nouage, tout ça on peut. Teinture, non, c'est pas possible. En revanche, je pourrais vous donner les coordonnées d'une restauratrice qui travaille avec nous et qui ne restaure que... Vous en connaissez, voilà, et qui fait, elle, en fait, des initiations à la teinture naturelle. Elle le fait chez elle, elle ne le fait pas au musée. Bon. Et ça serait impossible à organiser parce que, bon, voilà, même si ce sont des produits naturels, on ne fait pas pénétrer ce genre parce que même les restaurations, on ne les fait pas chez nous, si vous voulez, donc ça part à l'extérieur. Donc ce serait assez difficile, mais bon... C'est Cécilia. Pourquoi pas? Oui, Cécilia Aguet. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de venir au musée Guimet. Non, elle fait je trouve que ça serait très intéressant, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément, si vous voulez, le but d'un musée. Vous voyez, voilà, après, c'est vraiment dans le cadre plutôt d'activités culturelles, et c'est pour ça que la Maison de la Culture du Japon, d'ailleurs, propose ce genre de choses. Ils n'ont pas de collection. Vous voyez, nous, c'est vrai que c'est pas vraiment le but du musée, en tout cas. Comment se fait la réserve? La réserve, elle se fait comment? À la pâte de riz. Alors, ça dépend. C'est pas avec la cire. Au Japon, c'est plus souvent de la pâte de riz. Alors, ça dépend. Le katazome se fait à la pâte de riz. Il y a eu aussi de la cire, mais la cire, c'est plus souvent en Inde, quand même. En général, c'est pâte de riz. C'est avec la cire. Oui, en France, ça a été la cire aussi, mais ce sont des techniques qui ont été importées d'Inde, en général. Mais au Japon, c'est pâte de riz. Alors, c'est une pâte? Oui, c'est une pâte. Alors, votre question, c'était comment ça marche. Alors, en général, donc, vous faites un motif à la pâte de riz sur votre tissu. Ensuite, vous trempez votre tissu dans la teinture, vous le ressortez. Avec la vapeur, vous décollez la pâte de riz et vous avez donc un motif en réserve. Ce motif peut être laissé en réserve ou il peut être également agrémenté de pigments. Si vous vous intéressez à ce type de teinture, nous présenterons justement au Musée Guimet l'année prochaine, à l'été 2013, une exposition sur les tsutsugaki, qui sont des techniques justement de teinture à réserve à l'indigo. Et les parties réservées sont peintes, en fait, avec d'autres pigments, ce qui permet d'avoir des vrais paysages. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser plusieurs couleurs pour teindre. Oui, mais alors les peintures à l'indigo, ça dégorge. Moi, j'ai lavé mon kimono, il a dégorgé. Hein. C'était pas une bonne teinture. Normalement, disons que l'indigo, je plaisante, mais l'indigo dégorge souvent parce que l'indigo, vous savez, c'est la seule teinture naturelle qui ne nécessite pas de mordant. En fait, il faut des mordants pour toutes les teintures naturelles, surtout sur le coton, sur la soie, ça accroche mieux, mais on est parfois obligé quand même d'utiliser des mordants. L'indigo, ça tient tout seul. C'est aussi pour ça qu'on a adoré même l'indigo, c'est que c'était beaucoup plus facile en fait à appliquer. Donc comme il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de matière qui permet, en tout cas il n'y a aucune matière qui permet vraiment de fixer la teinture de manière aussi indélébile et aussi dure que pour d'autres teintures, évidemment l'indigo s'en va plus facilement. Mais les bons indigos, on a des indigos qui ont 1500 ans. Hein. En France, on le passe à l'autoclave pour que ça tienne. Hein. Oui, mais dans les époques anciennes, on utilisait des mordants. Mais là, ça se fait à l'autoclave. Voilà, mais normalement, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Si vous voulez utiliser des teintures naturelles et si vous voulez les fixer de manière naturelle, il y a toujours les méthodes anciennes qui existent. Et ce sont celles en général qui marchent le mieux. Mais il y a aussi des méthodes actualisées. Oui, je sais. Qui permettent de fixer. Bien sûr, mais bon, moi je vous dis ça aussi, moi évidemment je conserve des textiles, et je travaille dans un musée, je conserve des pièces anciennes, donc nous on travaille à l'ancienne, bien sûr. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des méthodes qui permettent de fixer les teintures
Autrement, il y a aussi les types de vernis, il y a aussi les types d'apprêt que l'on peut passer sur les tissus. Nous, évidemment, on ne travaille pas beaucoup avec ce genre, ça peut arriver, mais on ne travaille pas beaucoup avec ce genre de technique parce qu'aussi on travaille sur des pièces anciennes. Plus de questions? Certains? Est-ce que vous Ah, savez, excusez-moi. Allez-y. est-ce que vous savez comment dire la date d'un kimono? Par exemple, si c'est des années 60 ou des années 80, vous savez, en regardant... Pour le dater. Alors, pas qu'en le regardant. Bon, bien sûr, il y a la façon de le regarder. Il y a l'armure de tissage, qui est très importante, puisqu'on n'a pas toujours tissé de la même façon. Plus les motifs sont compliqués, plus on sait qu'on fait appel à un métier à tisser sophistiqué. Il y a des métiers qui n'étaient pas inventés à certaines époques, donc ça nous renseigne beaucoup. Il y a la torsion du fil, il y a le décreusage de la soie, il y a le type de teinture. Donc quand vous avez regardé tout ça, normalement, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez à dater. Mais ça, je vous dis, c'est dans l'idéal. Hein. Après, il y a justement des tissus qu'il est très difficile de dater, parce qu'on a reteint par-dessus, parce qu'ils ont été tissés à des périodes différentes, parce qu'ils ont été reprisés aussi, et puis parce que je dirais qu'entre 10 ans d'écart, c'est parfois difficile de savoir si on a affaire à un kimono de 1820 ou 1830. Alors après, on se réfère aussi aux pièces de comparaison et aux motifs, puisqu'on sait qu'il y a des motifs qui étaient plus à la mode à certaines époques. Donc normalement, en croisant toutes ces informations, on arrive quand même assez bien à dater. Après, bien sûr, il y a des analyses, carbone 14, bon, il y a des analyses un peu plus poussées, mais je dirais que déjà avec un compte-fil, une bonne monoculaire et un petit peu de connaissances techniques, on arrive quand même à s'en sortir à peu près. Vous vouliez ajouter une question? Oui, en fait, c'est le costume qui a le motif de flamme. J'ai vu qu'en fait, il pouvait passer du blanc aux flammes. Du coup, je me demandais le système, comment ça marchait, l'impression qu'il y a des petites poches. Enfin, alors, justement, la métamorphose des costumes. Voilà, dans le kabuki, ce qui est très intéressant et très particulier, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est le trucage. Il y a certains costumes qui sont donc pensés dès l'origine pour être truqués et pour pouvoir les changer sur scène. En fait, on ne change pas de costume en dehors de la scène. On le change sur scène, mais surtout dans le mouvement de l'acteur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'interrompt pas. Donc, le costume de flamme, le costume de Narukami, en fait, quand l'acteur rentre, toute la partie inférieure est relevée. Et il est attaché par des petits liens, en fait, c'est pas très compliqué. Et lorsqu'il décide de l'enlever, lorsqu'il rentre dans une rage folle, eh bien, il y a un assistant, puisqu'il y a des assistants en général sur scène, qui sont entièrement habillés de noir, qui arrivent, en fait, et qui l'aident, et qui tirent un certain nombre de petits liens, l'acteur aussi, pour que d'un seul coup, le kimono, en fait, se renverse et toutes les flammes apparaissent. Donc ça, c'est plutôt un trucage assez facile. Il y a des trucages beaucoup plus compliqués, où on change quasiment tout le costume. Mais c'est le bunraku qui, normalement, a toujours l'assistant tout en noir, voilé. Oui, mais ça, bon, c'est normal puisqu'il y a les marionnettes. Alors qu'on peut imaginer que pour un acteur qui est quand même vivant, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir... Mais je pense qu'effectivement, au tout début, quand on a créé le kabuki, et quand ils ont imaginé ces types de trucage de costumes, ils se sont inspirés du bunraku. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme technique pour pouvoir changer de costume sur scène, tout en étant discret, tout en le rendant attrayant. Et ils ont regardé effectivement les marionnettistes. Et puis le bunraku a beaucoup influencé le kabuki. Oui, oui, c'est le cas pour les pièces aussi, les types de pièces, et puis pour les types de jeux des acteurs en fait. Il y a une réelle influence. Vous savez tout. Tout sur les costumes. Merci à vous. Bravo. Alors, juste avant de nous quitter, je vous signale que le 19 juin, ça sera Madame Nelly Delay, qui est historienne, spécialiste de l'art japonais, qui nous parlera de l'estampe japonaise. En sortant, vous pouvez effectivement jeter un œil sur le catalogue de l'exposition dirigé par Mademoiselle, et puis revoir l'exposition si ça vous chante. Merci d'être venu. Merci.